Alors nous n'avons pas tout réussi. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Retour soudain de la mort dans nos vies, retour du tragique dans le quotidien et risque existentiel. Le 25 avril dernier, notre actuel président, Emmanuel Macron, s'est arrêté à la Sorbonne pour y tenir un discours devant un parterre d'invités et d'étudiants dans une atmosphère plutôt glacée. Il faut dire que pour mettre l'ambiance, c'est comme pour la finance, Emmanuel a un don. 1h48 d'un discours interminable et pourtant d'une grande importance, pas seulement pour sa longueur, mais surtout pour son fond. D'abord, pas un mot pour la France. À 10 secondes au tout début. Notre avenir européen, mais par définition l'avenir de la France. Mais vous l'avez peut-être remarqué, depuis qu'il a abandonné l'idée d'augmenter le nombre de mandats présidentiels, Emmanuel Macron semble s'être reconverti dans la vente en porte-à-porte. En plus d'être déjà champion de la Terre, notre futur ex-président est en passe de devenir le VRP de l'année. Désormais, il vend du fédéralisme européen et il met le paquet avec une brouette chargée d'arguments à faire pâlir de jalousie un témoin de Jéhovah. Depuis longtemps, notre président ne cache pas son amour pour l'Union européenne et à l'approche de la fin de son mandat, il redouble d'efforts pour réaliser un vieux rêve, celui d'une Europe fédérale, un sujet qui revient pas mal sur le tapis en ce moment. Le mouvement fédéraliste veut renforcer les liens entre les pays membres pour aboutir à un État-continent, une idée chère à Jacques Attali ou aux États-Unis d'Europe imaginés par Trotsky, Victor Hugo, Aristide Briand, Churchill ou encore Napoléon. Si l'Europe est une géante économique, c'est aussi une naine politique et un ver de terre militaire, un constat cinglant qui date de 1991 et qui est toujours valable en 2024. Face aux menaces de conflits armés ou de guerres commerciales et à l'heure où les rapports de force basculent sur l'échiquier du monde, l'Europe ne veut plus avoir à subir les décisions des autres, ni servir de terrain de jeu pour les batailles entre superpuissances mondiales. La solution pour la sortir de ce pétrin et lui permettre de recouvrer un peu d'autorité et de respect, c'est la fédération, les États-Unis d'Europe, qui, si on écoute les discours de notre président, semblent apporter une réponse à tous les problèmes. Quels avantages offrirait une fédération européenne et quelle forme prendrait-elle? Qui est contre et pourquoi? Enfin, est-ce seulement possible? À quelques semaines des élections européennes, on s'est dit qu'une petite vidéo serait utile pour vous donner les clés qui vous permettront de mieux comprendre la situation et vous faire votre propre idée sur la question. Mais juste avant de vous dévoiler comment les apôtres de l'Europe-Nation comptent s'y prendre pour atteindre leur objectif, je me permets un petit rappel. Si vous aimez notre chaîne et que vous avez envie de nous aider, c'est bien plus facile que de voter, il suffit de faire tourner nos compteurs. Money Radar, c'est une petite équipe indépendante et pour garder cette liberté de pouvoir parler librement de n'importe quoi, nous avons besoin de nous faire connaître. Alors, abonnez-vous et soyez les bienvenus sur Money Radar. En ce moment, en Europe, ce ne sont pas les défis qui manquent. D'abord, il y a les menaces sécuritaires, depuis le terrorisme jusqu'à la cybercriminalité, en passant par les conflits de voisinage, en Ukraine, au Moyen-Orient ou en Afrique, et la crise migratoire. Ensuite, il y a les enjeux environnementaux et climatiques, des inégalités territoriales et sociales, qui mettent à mal la solidarité entre les États membres. Et personne n'est dupe, les récentes crises qui ont frappé le continent l'ont montré, l'heure n'est pas vraiment à la cohésion ni à l'entraide. Il y a les défis de la révolution numérique et ceux de l'intelligence artificielle, qui appellent plus de régulation et de protection, tout en exigeant qu'on reste dans la course. La compétition technologique et économique entre les grandes puissances appelle à plus de coordination et d'autonomie pour parler d'une seule voix et peser plus de poids sur la scène internationale. À toutes ces problématiques, l'Europe fédérée, l'Europe intégrée, la Fédération des États d'Europe ou encore les États-Unis d'Europe apportent une réponse. C'est en tout cas ce que nous promettent les fédéralistes, les porteurs de ce projet grandiose. Alors, voyons en quoi ça consiste. L'Union européenne que nous connaissons actuellement n'est pas un pays, ni même une nation, loin de là. C'est un modèle assez original que les économistes désignent par fédération d'États-nations, un ensemble de pays qui doivent se plier aux directives d'une entité supranationale, le Conseil de l'Union européenne, mais qui conservent leur gouvernement, leurs lois, leur fiscalité et leur identité nationale. Et tout ça manque un peu d'unité. Loin d'être cet espace de coopération, de solidarité et de partage qui a animé les premiers constructeurs de l'Europe, nous savons que nous habitons plutôt une zone où chaque membre est en compétition avec les autres et où chacun coopère aux actions communes dans la limite de ses propres intérêts nationaux. Selon les fédéralistes, ce manque d'unité rend l'Europe imparfaite. Les pays de l'Union européenne partagent pourtant déjà beaucoup. D'abord le territoire. L'Union est un espace de liberté dans lequel circulent déjà librement les biens, les services, les capitaux et les personnes. Et c'est un marché économique commun depuis Rome en 1957. Ensuite, chaque ressortissant d'un pays de l'Union est doté de la citoyenneté européenne depuis Maastricht en 1992. C'est aussi une devise commune contrôlée par une banque centrale et un système monétaire unique en son genre, en place depuis 1999.
Et les Européens partagent un grand nombre de décisions politiques comme la PAC, la politique agricole commune, la PESC, la politique étrangère de sécurité commune, et même un embryon de police et de justice avec Europol et Eurojust. En outre, chaque pays soutient les mêmes valeurs de démocratie et de respect des droits fondamentaux et l'a prouvé en signant la Charte européenne. Enfin, même si actuellement leur pouvoir est limité, les institutions européennes sont déjà en place, comme la Commission, le Parlement européen, la BCE, la Cour de justice, et chaque domaine clé de la vie des citoyens est déjà doté de son agence supragouvernementale. Il y a l'Agence européenne des médicaments, celle de l'environnement, celle de la sécurité des aliments, Eurostat, Europol, Frontex, le programme Erasmus et j'en passe. Tout ça pour dire qu'il ne manque pas grand-chose pour que l'Europe change de visage. Dans la pratique, ce qui manque à l'Union pour se transformer en un pays-continent se compte sur les doigts d'une main. Une armée continentale, une politique sociale identique de Porto à Tulcea et de Chypre à la Laponie, des diplômes et un système éducatif européen et, le plus gros morceau, un gouvernement unique et centralisé, équipé d'un budget et d'un compte en banque, alimenté par une fiscalité commune. Actuellement, il y a bien un budget européen, mais il est minuscule, plus ou moins 1% du PIB de l'Union, très loin des budgets actuels de chacun des 27 États, dont le total atteint quasiment 50% du PIB de notre bon vieux continent. Dans le nouveau modèle d'Europe fédérée, les comptes publics sont mis en commun, les recettes, les dépenses et les dettes. Pas étonnant donc que les pays d'Europe du Sud, Portugal, Espagne, France, Italie y soient plus que favorables, mais on compte aussi la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, le Danemark ou les Pays-Bas dans le rang des partisans. Jusqu'à récemment, tout le monde n'était pas vraiment emballé par l'idée d'une Europe entièrement fédérée, mais la soudaine dégradation de l'ambiance générale sur la planète fait peur et appelle à se rassembler pour mieux faire face à tout ce qui pourrait encore arriver. Après la rafale de crise que l'Europe a traversée, elle revient en force et elle est à nouveau débattue dans les assemblées, en particulier depuis l'émission des Corona Bonds en 2020, un événement très critiqué et un succès pour les fédéralistes. Pendant la crise sanitaire, on a franchi un cap. Face à l'explosion des dépenses publiques, la dette est devenue insoutenable dans plusieurs pays. Pour y faire face, on a eu recours à l'émission d'obligations européennes, ou Eurobonds, une idée aussi vieille que l'Europe, qui constitue à mutualiser la dette de plusieurs États, mais qui a toujours provoqué beaucoup de réticences. Pas facile de faire accepter aux pays les mieux gérés qu'il faut qu'ils payent pour ceux qui ont fait des erreurs. Mais la pandémie est passée par là et les Corona Bonds, des titres temporaires, ont été émis pour financer 750 milliards d'euros de déficit public mis en commun. L'événement a provoqué une vague de réactions et il a aussi ramené tous les observateurs en 1790 au moment de la construction des États-Unis. Un moment hamiltonien est un temps où plusieurs États mettent leur dette publique en commun, conduisant au renforcement de l'État fédéral qui les gouverne. Le nom fait référence à Alexander Hamilton, premier secrétaire du Trésor américain, qui a suggéré en 1790 à Thomas Jefferson de garantir les dettes et les nouveaux emprunts des jeunes États américains de l'Union pour asseoir l'autorité d'un gouvernement fédéral qui ne faisait pas non plus l'unanimité. Épuisés par la guerre d'indépendance, les 13 États ont mis leurs dettes en commun sous la responsabilité du Trésor en 1790 et les États-Unis sont nés. Et en ce qui concerne l'Europe, les Corona Bonds ont été vus comme un premier essai. La création de l'Europe fédérale passe d'abord par la mise en commun des finances publiques. C'est l'une des suggestions du groupe Spinelli. Le groupe Spinelli n'est pas un groupe secret, il est très officiel, mais c'est plutôt une sorte de commission fantôme qui œuvre pour le fédéralisme qui manque tant à l'Europe. Fondé en 2010, il rassemble plusieurs experts issus des milieux financiers, politiques, artistiques, scientifiques, des philosophes, des juristes et des journalistes qui se réunissent la veille de chaque session du Conseil européen pour préparer des propositions en vue d'amener l'Europe à plus de cohésion. Le groupe porte le nom d'un des pères fondateurs de l'Europe fédérale et parmi ses publications régulières, la plus importante reste le Manifeste pour l'avenir de l'Europe de 2019, un document dans lequel il détaille arguments et mesures concrètes pour aboutir à la création d'un nouvel État-continent. Il faut d'abord commencer par reconsidérer les compétences de l'Union européenne et doter la zone euro d'un budget propre, géré par un trésor européen, qui sera aussi chargé de surveiller la dette dans l'intérêt de la stabilité commune. Pour alimenter ce budget, le manifeste propose de nouveaux impôts sur les sociétés multinationales ou des taxes pour la réduction du plastique, mais il va encore plus loin en proposant à l'Europe le droit de lever des impôts directs ou indirects. Le groupe milite aussi pour renforcer la coopération en matière de défense, de renseignement et de gestion des frontières, pour des politiques européennes sociales ou environnementales plus ambitieuses et coordonnées, et plus de solidarité entre les régions. Une Europe plus unie et plus forte sur la scène internationale, capable de défendre ses valeurs et ses intérêts face aux autres grandes puissances. Tout ça paraît super à première vue, mais attention, il y a un prix à payer. Des réformes aussi importantes sont toujours douloureuses et elles seront difficiles à faire accepter. D'abord, l'idée d'un gouvernement transnational et de la transformation des actuels États d'Europe en régions entraînera forcément une perte de souveraineté et d'autonomie que les populations pourraient mal vivre. Des difficultés à lier les différences culturelles, historiques ou linguistiques ne vont pas manquer, alors que les disparités économiques et sociales entre les pays compliquent déjà l'harmonisation des politiques et la définition des normes communes, comme le montre par exemple le débat sur le salaire minimum européen. Le transfert de compétences et de ressources à un niveau supranational
supranationales, comme la fiscalité ou la politique étrangère, pourraient entraîner des tensions. Les centres de décision vont s'éloigner des réalités de chaque territoire et il n'y a pas besoin d'être eurosceptique pour y voir une menace sur les cultures et les identités nationales. Sans compter que construire les États-Unis d'Europe coûterait 2 bras et une jambe et que pour couronner le tout, ça exigerait de réviser tous les traités à chaque fois à l'unanimité, alors que beaucoup de gouvernements et de partis politiques sont déjà opposés à une intégration européenne plus poussée. Bref, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on n'est pas perdu non plus. Et du côté des fédéralistes, c'est comme chez les témoins de Jéhovah, on ne baisse jamais les bras. Pour balayer toutes les objections et convaincre l'opinion, on compte sur le renforcement de l'identité européenne et sur un sentiment d'appartenance commune, même si ce sentiment n'a jamais vraiment existé. Alors pour rassembler, quoi de mieux qu'un ennemi commun ? Ça tombe bien en ce moment, on l'a vu tout à l'heure, les ennemis ne manquent pas. Autant d'occasions de justifier l'urgence de lancer de nouveaux projets en commun pour rester dans la compétition économique mondiale, pour restaurer la souveraineté, pour financer de grandes réformes ou encore pour assurer notre sécurité. Et à ce sujet justement, revoilà les eurobonds. Fermement défendus à Davos en janvier dernier par notre président et à nouveau mis en avant pendant le discours de la Sorbonne, il est encore question de faire appel à la dette commune pour assurer cette fois le financement d'une vraie défense européenne. Nouveau moment hamiltonien. Alors que tous les membres de l'Union augmentent leur budget et intensifient leurs efforts de réarmement, les idées du groupe Spinelli sont officiellement étudiées, avec la création d'une nouvelle tranche de dette commune de 100 milliards d'euros et celle d'un trésor central pour financer des biens communs, toujours de l'armement, par des emprunts groupés. Si ces propositions venaient à être validées par le Parlement européen, ce serait un nouveau pas vers plus d'intégration, et encore une fois, l'idée fait grincer des dents. Les Pays-Bas, par exemple, pourtant partisans d'un resserrement, parlent d'une ligne rouge à ne pas franchir et s'opposent déjà aux eurobonds, tout comme l'Allemagne. L'économiste et prix Nobel Thomas Sargent y voit pour sa part une pente glissante. Beaucoup de gouvernements européens sont en faveur de maintenir à l'Europe son statut de collectif de pays souverains, mais pas pour une véritable fédération comme aux États-Unis ou aux Émirats arabes unis. Pourtant, selon l'analyse de l'économiste, l'idée défendue par les fédéralistes pourrait bien faire basculer le continent dans une nouvelle ère, dans laquelle les pouvoirs des institutions européennes existantes ou à venir seraient bien plus étendus qu'aujourd'hui. Pour résumer tout ce que nous venons de voir, face aux dangers qui pèsent sur notre bon vieux continent, le débat sur une Europe fédérée est plus que jamais d'actualité et il soulève des questions cruciales pour notre avenir. Entre les défis sécuritaires, économiques et technologiques, l'Union doit trouver de nouvelles réponses pour enfin peser sur la scène mondiale et protéger ses intérêts. Pour renforcer l'unité et la solidarité européenne face aux grandes puissances, la piste de l'Europe fédérale est fermement défendue par certains, pendant que d'autres craignent une perte de contrôle démocratique, une dérive technocratique, la fin de la souveraineté nationale et la disparition des cultures locales. Chaque camp a ses arguments, ce qui promet de beaux débats. Tout ne se fera donc pas en un claquement de doigts. Sans compter que, je n'en ai pas encore parlé, mais une transformation aussi radicale va aussi réclamer l'accord des peuples, qui ont toujours le droit à l'autodétermination. Ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est de savoir ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur l'avenir de l'Europe, s'il lui faut un gouvernement central, une armée commune ou des impôts européens ou au contraire, si vous pensez qu'elle doit à tout prix préserver ses pouvoirs et ses identités nationales. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le groupe Spinelli, je vous mets dans le descriptif un lien vers le manifeste de 2019 et un autre vers le manifeste de Ventotene écrit par Altiero Spinelli en 1941. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, pensez à cliquer sur j'aime et à la partager. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.